Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien malgré ce temps maussade dans cette journée de repos. Je fais cette vidéo lundi, vous le savez comme d'habitude, je le fais toujours un jour avant l'étape. Sinon je peux pas l'envoyer, voire des fois 2 jours avant, mais sinon je peux pas envoyer la vidéo à 7h30 pour que vous pouviez y accéder le matin avant de partir au boulot ou avant de faire je sais pas quoi. Enfin je sais pas trop ce que vous faites dans la vie, mais c'est toujours mon intérêt de faire des vidéos à 7h30. Pourquoi j'ai publié à cette heure là, c'est que soit vous êtes dans les transports, soit vous êtes dans chez vous avant de partir au travail, donc vous pouvez accéder facilement à la vidéo et facilement savoir ce qui peut potentiellement se passer dans l'étape. C'est pas toujours le cas, des fois je me trompe. On va essayer de pas se planter aujourd'hui pour cette étape numéro 10. Lendemain de journée de repos, cette étape numéro 10 qui nous emmène de Lanciano à Tortoreto, du côté des Abruzzes, 177 km, ce qui est quand même pas négligeable après une journée de repos. Je le dis souvent, mais on a les jambes lourdes, surtout que la première semaine a quand même été très animée, qui fait froid, donc contrairement au Tour de France où journée de repos il fait 30 degrés, c'est sûr ça te donne envie de faire 40 km de vélo, autant quand il fait 5 degrés dehors ou 10 degrés ça donne moins envie de faire 20 à 40 bandes de vélo pour décrasser les jambes, et pourtant il faut le faire, c'est toujours très important. Étape longue, donc pour un lendemain de journée de repos quand même, 177 km. Sur le Tour de France cette année on était plutôt à 160, quoique la deuxième, après le mardi dans l'Isère c'était pas mal long aussi. Il devait y avoir 165 km, mais il y avait pas mal de dénivelé positif. Journée difficile à contrôler, un peu comme samedi dernier. C'est un peu des types d'étapes assez proches, c'est-à-dire pas mal de difficultés, pas très longues, mais avec du pourcentage. Donc est-ce que les sprinters vont passer? Si les sprinters passent pas, est-ce qu'une équipe prendra en main? Est-ce que comme les sprinters savent qu'ils vont avoir du mal à passer, est-ce qu'une équipe de sprinters peut prendre en main? Toutes ces questions-là, on peut se les poser. Et donc je pense que c'est une étape qui va pas être facile à contrôler, et si une échappée part, peut-être qu'on ne reviendra pas dessus, mais peut-être qu'on reviendra dessus, parce que le classement du maillot cyclamen est quand même très important. On passe tout de suite au profil de cette étape numéro 10, vous le voyez à l'écran, vous voyez que c'est pas plat, on va le dire très clairement. Ce sont des difficultés mais qui ne sont pas extrêmement longues. On partira de Lanciano, c'est en dessous de Pescara, c'est le long de la mer. Il y a une grande partie, quasiment toute l'étape se fait le long de la mer, à part du côté de Chieti, parce qu'on contourne Pescara à ce moment-là, et Pescara est le long de la mer, Chieti c'est un peu plus dans les terres. Donc au bout de 30 km on sera encore sur du plat à Francavilla al Mare. Là on rentre un peu dans les terres pour prendre une première difficulté à Torrevecchia Teatina, 2 km 9 à 5,8 de moyenne, de difficulté qui n'est pas au classement de la montagne. Et puis après cette fameuse grimpette de Chieti, 1 km 400 à 9,6 de moyenne. Il se peut que ça soit qu'à ce moment-là qu'on ait une échappée qui parte. Si le vent rend l'étape animée, ça peut être ça. Donc Chieti, qui est une montée qui est déjà pas mal difficile. Alors c'est que 1 km 500, mais c'est à 9,3% de moyenne, quoi, de 4e catégorie, pardon, et puis 2 km à 11,5 de moyenne, avec un passage max, je crois, bien au-delà des 15%, donc ça va faire mal aux pattes. Cette montée de Chieti, et déjà, voilà, il va falloir changer les rapports. On sort de Chieti, on va vers Santa Teresa, ravitaillement au km 78,5, c'est-à-dire à 100 bornes de l'arrivée. Pineto, Roseto degli Abruzzi et le sprint intermédiaire à Giulianova, qui sera donc au bord de l'eau. Ce sprint intermédiaire au km 109,5, c'est-à-dire à moins de 70 km de l'arrivée, et on arrive à la première montée de Tortoreto, 2 km 3 à 8,3% de moyenne, côte de 4e catégorie. Tortoreto, je dis bien la première montée de Tortoreto parce qu'il y en aura 2. Première montée de Tortoreto, vous voyez, les premiers kilomètres ne sont pas faciles, mais ça joue surtout entre le kilomètre 1,5 et le kilomètre 2, où on aura un passage à 11,8% de moyenne sur ces 500 mètres, puis ça revient un petit peu plat. C'est presque la côte la moins difficile de la journée. C'est pour vous dire le niveau des difficultés aujourd'hui, parce que ça sera vraiment pas simple. Et puis ensuite, on va enchaîner avec un sprint intermédiaire qui donnera des secondes de bonification à Cotroguera, 1 km à 9,1 de moyenne. Et puis on descend vers... non, pardon, j'ai oublié d'indiquer, il y aura la Colonnella avant la montée de Cotroguera. Colonnella, c'est 3 km à 8,6 de moyenne, côte de 3e catégorie. C'est la côte la plus dure de la journée, Colonnella. 3 km à 8,7% de moyenne. Vous le voyez, avec 500, au bout de 500 mètres, ça commence à être difficile. Pendant 1 km 5, on aura un passage à plus de 18%.
et des moyennes aussi qui sont assez affolantes sur toute cette montée qui sera très difficile. Donc ensuite le sprint intermédiaire à Controguera, Vibrata, et on a la nouvelle montée à Tortoreto. Entre les deux, j'ai Controguera, voilà, au sprint intermédiaire, il y a quand même un passage à 24% pour le sprint intermédiaire. Et puis à Tortoreto, la deuxième montée, on aura un passage à 20%, 1 km 9 à 7,4 de moyenne, côte de 4e catégorie. Plus courte, de 400 mètres, mais pas plus facile. Donc c'est une montée à un autre endroit de la ville. Et puis, de ce que j'ai compris, parce que la carte est très très mal fichue, la carte du Giro sur cette étape-là est très très mal fichue, on ne comprend absolument pas où les coureurs vont passer. Du côté du final, c'est plutôt simple, rectiligne, on reviendra vers la mer avec une ligne droite d'1 km 700 à 8 mètres de large, mais en fait on peut dire que c'est une ligne droite quasiment de 3 km 500. Il y aura juste un rond-point qui va rétrécir un petit peu la route, mais on reste sur le même axe de route pendant 3 km 500. Ce qui est donc veut dire peut-être un sprint un peu houleux en cas de sprint, mais c'est pas sûr qu'on ait un sprint, loin de là. Du côté de la météo, on aura entre 16 à 18 degrés du soleil, vent 3/4 face sur le début de course, vraiment quasiment jusqu'à la rentrée dans Tortoreto. Après c'est un circuit dans Tortoreto, donc le vent en plus passe légèrement, devient légèrement un vent d'est, moins fort, donc je suis pas sûr que ça ait une incidence énorme sur la course, mais toujours se méfier à cette période-là de l'année, on peut avoir des variations de vent bien plus importantes que prévu. Et puis du côté de la stratégie désormais, avant-dernier point de cette vidéo, soit on a une échappée qui va au bout, même une échappée avec 5 ou 6 coureurs, comme samedi, ça peut le faire, parce que les équipes de sprinters s'entendent pas très très bien sur ce Giro. Peter Sagan s'est plaint du fait que la Groupama ne roulait pas samedi, et en même temps la Groupama n'avait pas forcément l'obligation de rouler vu qu'ils n'étaient pas sûrs de passer, donc il peut y avoir des engueulades entre les équipes de sprinters. Est-ce que la Bora roulera? Pas sûr. La De Koninck, eux ils vont juste contrôler pour le maillot rose, donc ils prendront pas de risque non plus. Soit c'est un puncher qui s'impose, un peu comme les sprinters, c'est-à-dire en partant proche de l'arrivée, soit on a un sprint, mais c'est très ouvert je trouve. Alors j'ai mis parmi mes pronostics sur cette étape, j'ai mis Michael Matthews, parce que la Sunweb pourrait avoir avec la Bora envie de contrôler, mais il faudra forcément qu'il y ait la Sunweb et la Bora. La Sunweb seule ne pourra pas s'en sortir, surtout qu'il faut protéger Kelderman, donc c'est quand même une grosse cote. Vous allez voir qu'à chaque fois, parmi mes favoris, il y a toujours un oui mais. Le deuxième c'est Cesare Benedetti de la Bora. Pourquoi Cesare Benedetti? Dans le cas où Sagan ne roulerait pas, et surtout où Sagan ne voudrait vraiment pas rouler, c'est-à-dire il voudrait montrer aux autres qu'eux ne rouleraient pas. Mettre un homme devant, forcément ça serait un avantage pour eux, ils ne seraient pas dans l'obligation de rouler. Benedetti est quand même un bon coureur qui s'est déjà imposé sur le Giro, donc ça pourrait être quelqu'un d'intéressant pour l'échapper. Et puis en dernier, Yukiya Arashiro, ancien d'Europecar, le japonais, qui reste un coureur qui a quand même, je considère qu'il a encore du punch, même si aujourd'hui il est plus dans un rôle d'équipier que dans un rôle de coureur d'électron libre qu'il a pu avoir dans d'autres équipes, du côté de chez Bahrain McLaren, où il est là quand même pour protéger Pello Bilbao. Mais est-ce qu'on a l'assurance que Pello Bilbao puisse faire un top 10 sur ce Giro? C'est pas sûr encore, donc on pourrait lui laisser une carte carte libre, vraiment sur cette étape-là à Arashiro. Encore une fois, je vous le conçois, ces pronostics sont vraiment extrêmement peu de chances qu'il y en a un des trois qui s'impose, mais je prends quand même le risque aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de savoir quand les vidéos sortent. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!